Tu t'occuperas des mensualités, d'accord? Tu as un bon salaire, alors c'est tout naturel, non? Ma mère venait de lancer nonchalamment une bombe qui allait détruire ma vie, comme si elle faisait la conversation. Quoi? J'ai posé la fourchette que je tenais et j'ai fixé ma mère, figée sur place. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? J'essayais désespérément de comprendre la situation, forçant mon cerveau à tourner, mais la scène qui se déroulait devant moi était si irréelle que mes pensées ne parvenaient tout simplement pas à suivre. Au centre de la table à manger se trouvait un poulet entier, encore fumant. Autour de lui, il y avait mon père, Daniel Dubois, sirotant joyeusement du vin rouge, ma sœur, Mélissa Dubois, contemplant avec suffisance ses ongles tout neufs avec un sourire satisfait, et ma mère, Rebecca Dubois, arborant une expression parfaitement naturelle en me présentant sa proposition diabolique. Je travaille comme architecte principal dans un grand cabinet d'architecture, et je venais de rentrer chez mes parents ce soir après avoir été convoqué par ces mots, « Nous avons quelque chose d'important à te dire ». Ce qu'ils m'ont présenté était une brochure luxueuse étalée sur la table, accompagnée d'une épaisse pile de documents contractuels. Le manoir du lac, une retraite exclusive pour les élus sur les rives du lac d'Annecy. La couverture de la brochure montrait un lac brillant au coucher du soleil avec une luxueuse demeure moderne se dressant fièrement sur sa rive, un salon aux murs de verre, une vaste terrasse en bois, et même un ponton privé. C'était vraiment une maison de vacances de rêve. En raison de ma profession, je peux évaluer instantanément la valeur immobilière. Cet emplacement, ce niveau de qualité. Peu importe comment on le calculait, cette propriété coûterait facilement pas moins de 750 000 €. Maman, attends une seconde. Je ne comprends pas ce que tu dis, ai-je demandé, la voix tremblante. Vous avez acheté cette maison de vacances? Oui, nous avons signé le contrat. La voix de ma mère pétillait d'excitation. C'est pour Mélissa. Tu sais bien qu'elle ne s'adapte pas à la vie en ville et qu'elle est tout le temps stressée, n'est-ce pas? Alors, j'ai pensé qu'elle avait besoin d'un endroit où elle pourrait se détendre et se concentrer sur son travail créatif au bord d'un lac tranquille. J'ai regardé ma sœur de 28 ans assise à côté de moi, Mélissa. Elle n'a pas d'emploi stable et appelle ça, se trouver. Tout en utilisant l'argent de nos parents pour voyager à l'étranger ou se lancer dans des passe-temps, elle s'ennuie vite, l'archétype du parasite. Et pas, travail créatif, elle ne voulait probablement rien dire de plus que prendre des selfies à publier sur Instagram. Travail créatif. Mélissa, et ton travail? Qu'est-il arrivé au poste de vendeuse de boutique que tu venais de commencer le mois dernier? J'ai démissionné, répondit Mélissa sans la moindre trace de culpabilité. Le directeur était agaçant, et rester debout toute la journée me fait enfler les jambes. De plus, j'ai besoin d'un environnement plus créatif. J'ai l'impression que mon talent va enfin s'épanouir dans cette maison de vacances. Alors, vous avez acheté ça, papa? Maman, et la compte? Le prêt a-t-il même été approuvé? Mon père posa lentement son verre de vin et commença à parler d'une voix lourde. C'est là que tu interviens, Chloé. Ta mère et moi allons bientôt prendre notre retraite, et il serait difficile pour nous de passer la sélection pour un prêt aussi important, mais le banquier nous a fait une merveilleuse proposition. Mon père fit glisser les documents qui avaient été cachés sous la brochure de l'autre côté de la table, vers moi. C'était un formulaire de consentement de garant solidaire pour un prêt hypothécaire et une autorisation de prélèvement mensuel automatique. Les noms sur la propriété seront le mien, celui de ta mère et celui de Mélissa, mais la preuve de la capacité de remboursement réel et les paiements mensuels eux-mêmes seront ta responsabilité. Quoi? Je me suis levé d'un bond sans réfléchir. Ne soyez pas ridicule. Pourquoi devrais-je payer pour la maison de vacances de Mélissa? Je ne vais même pas y vivre. C'est à ce moment-là que ma mère l'a dit, tout simplement. Tu gagnes bien ta vie, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, alors bien sûr, c'est naturel. La colère a dépassé la rage, et je me suis senti prise de vertige. Combien d'études pensez-vous que j'ai faites pour devenir architecte? Et combien d'heures supplémentaires j'ai travaillé pour construire ma carrière? Ce salaire est la compensation de mon travail. Il n'est pas là pour financer le terrain de jeu de Mélissa. Chloé, comment oses-tu parler comme ça? Mon père a frappé la table de sa main et a crié. Qu'est-ce que tu veux dire, un terrain de jeu? C'est un investissement dans l'avenir de ta sœur. Tu es la sœur aînée, n'est-ce pas? Ta sœur est en difficulté, et pourtant tu vis élégamment dans un appartement en ville, assise sur de l'argent, et tu ne veux même pas l'aider. En difficulté? Mélissa n'est pas du tout en difficulté.
Elle veut juste une vie plus luxueuse. C'est horrible. Mélissa a poussé un faux sanglot et s'est couvert le visage. Tu as toujours été comme ça. Chaque fois que j'essaie d'être heureuse, tu te mets immédiatement en travers de mon chemin. Tu me méprises juste parce que je suis sensible, n'est-ce pas? C'est vrai, Chloé. Tu es la sœur aînée, donc tu as le devoir de protéger ta sœur cadette, a insisté ma mère sans relâche. Et d'ailleurs, tu as beaucoup d'économies, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu as eu une promotion récemment. Ce n'est que 2300 € par mois. Ce n'est rien pour toi, si? 2300 € par mois pendant 30 ans. Avait-il la moindre idée de ce que cela représentait au total? Et il s'attendait à ce que je leur en fasse cadeau? Je refuse, ai-je dit froidement. Je ne paierai jamais. Pas un seul centime. Je ne signerai pas ce contrat, et je ne vous donnerai pas mon numéro de compte bancaire. Chloé, ça suffit. A rugi mon père. Quand je suis allé à l'université, vous avez dit que vous n'aviez pas l'argent et vous avez refusé de payer un seul centime de mes frais de scolarité. Ai-je crié, des années de ressentiment se déversant. J'ai obtenu mon diplôme en me tuant presque au travail avec des bourses et des emplois à temps partiel. Et pendant ce même temps, vous avez acheté une voiture neuve à Mélissa. Je ne suis pas votre distributeur automatique de billets. Mélissa, si tu veux si désespérément une maison de vacances, alors trouve un travail et paie à toi-même. J'ai attrapé mon sac et j'ai commencé à marcher vers la porte d'entrée. Attends, nous n'avons pas encore fini de parler. M'a poursuivi ma mère en criant d'une voix perçante. Enfant ingrate. Tu ne peux même pas écouter la demande de tes parents. Bien sûr que je ne peux pas écouter quelque chose d'aussi déraisonnable, ai-je crié en retour en enfilant mes chaussures. Si vous utilisez mon nom sans permission, je ne laisserai pas passer ça. Ne m'appelez plus jamais pour quelque chose comme ça. Si tu franchis cette porte, ne nous considère plus comme ta famille. Avec les malédictions de mon père résonnant à mes oreilles, j'ai claqué la porte de la maison de mes parents. Au moment où je suis monté dans ma voiture et que j'ai appuyé sur l'accélérateur, des larmes ont coulé, des larmes de frustration et d'humiliation. Ma famille avait-elle vraiment pourri à ce point? En conduisant sur l'autoroute la nuit, je me suis fait un vœu, je ne retournerai jamais dans cette maison. Je protégerai ma propre vie. C'est la fin. Je couperai les ponts complètement, une fois pour toutes. Mais à cette époque, j'étais encore naïve. J'avais sous-estimé leur obsession tordue pour les soi-disant liens familiaux et leur avidité pour l'argent. Ils n'étaient pas le genre de personne à abandonner simplement parce que j'avais dit non. 3 semaines plus tard, en rentrant du travail, une épaisse enveloppe m'attendait dans la boîte aux lettres de mon appartement. L'expéditeur était le tribunal de grande instance locale. Au moment où j'ai tenu l'enveloppe marquée « Courrier recommandé » et « Envoi spécial », un mauvais pressentiment a fait trembler le bout de mes doigts. Quand je l'ai ouverte, ce qui en est sorti était une action en justice. Plaignant, Daniel Dubois, Rebecca Dubois. Défenderesse, Chloé Dubois. Demande, la défenderesse devra verser au plaignant la somme de 450 000 € à titre de compensation pour préjudice moral et dommages résultant d'une rupture de contrat. En continuant à lire la plainte, j'ai découvert qu'elle était remplie d'un éventail de mensonges incroyables. La défenderesse avait verbalement accepté de soutenir financièrement ses parents et sa sœur dans un avenir prévisible en échange de l'autorisation pour ses parents d'utiliser leur fonds de retraite pour acheter une maison pour la sœur. Cependant, la défenderesse a unilatéralement rompu cet accord, causant au plaignant une détresse émotionnelle grave et des pertes financières importantes. Par conséquent, à titre de compensation, les plaignants demandent la somme de 450 000 €. Je n'ai jamais, pas une seule fois, conclu un tel accord verbal. Par dépit de mon refus de payer, ils essayaient de me soutirer de l'argent par une bataille juridique. Sont-ils devenus fous, ai-je marmonné dans la pièce vide. Avant que la colère ne puisse s'installer, une peur sans fond a surgi en moi. Mes propres parents m'avaient poursuivi en justice, moi, leur fille, uniquement pour me forcer à payer la maison de vacances de ma sœur. Serrant mes genoux qui semblaient prêts à céder à tout moment, j'ai attrapé le téléphone intelligent posé sur le comptoir de la cuisine. Je n'avais d'autre choix que de me battre contre un monstre appelé « famille ». J'étais sur le point d'entrer dans un procès qui mettrait ma vie même en jeu. La plainte dans mes mains semblait aussi lourde que du plomb. Mon revenu annuel en tant qu'architecte n'est pas mauvais, mais il n'y a aucun moyen que je puisse sortir nonchalamment une somme comme 450 000 €, et dire que cela était exigé sur la base d'un accord verbal complètement fabriqué. Avec des doigts tremblants,
J'ai tapé sur l'écran de mon téléphone intelligent et j'ai d'abord envoyé un message à mon patron pour demander un congé pour le lendemain. Je devais trouver un avocat, pas n'importe quel avocat, mais un avocat très compétent, fort dans les vilains conflits familiaux et capable de prouver mon innocence. Je n'ai pas dormi une seule minute cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, les sourires tordus de mes parents à la table du dîner et les mots de ma mère, « Tu as un bon salaire, alors bien sûr, c'est naturel », se rejouaient en boucle, me donnant la nausée. Le lendemain matin, j'ai visité un cabinet d'avocats. Il avait une solide réputation en ligne et se présentait comme expérimenté dans les litiges familiaux. Enchanté de vous rencontrer, Chloé. Je suis Antoine Chevalier. J'ai déjà pris connaissance des grandes lignes de votre situation. J'ai tout raconté à Maître Chevalier sur ce qui s'était passé jusqu'à ce point. Je vois. C'est un cas d'école d'abus financier. Et quant à ce prétendu accord verbal mentionné dans la plainte, prouver son existence légalement serait extrêmement difficile pour les plaignants. Alors nous pouvons gagner, n'est-ce pas? Quand je me suis penché en avant, il a lentement secoué la tête avec prudence. Le simple fait qu'il n'y ait pas de preuves ne signifie pas automatiquement que nous gagnerons. Dans les affaires familiales, en particulier les demandes civiles en dommages et intérêts, les impressions personnelles du juge pèsent lourdement. Si nous nous retrouvons devant un juge qui accorde une forte valeur morale à l'entraide familiale, les choses pourraient se compliquer. Ce n'est pas possible. Cependant, nous avons un moyen de nous battre. D'abord, nous devons démontrer qu'un tel contrat n'a jamais existé et, en même temps, construire un dossier objectif montrant à quel point leurs demandes sont déraisonnables et injustes. L'analyse calme et méthodique d'Antoine Chevalier a apaisé mon cœur, ne serait-ce qu'un peu. Je l'ai officiellement engagé et j'ai commencé à me préparer pour la bataille au tribunal. Mais la réalité s'est déroulée exactement comme Antoine l'avait craint. Quelques semaines plus tard, le jour de la première audience est arrivé. Sur le banc des plaignants se trouvaient mes parents et Mélissa. Dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont ouvertement jeté des regards méprisants. Ma mère tamponnait théâtralement ses yeux avec un mouchoir. Mon père me foudroyait du regard avec une hostilité non dissimulée, et Mélissa, vêtue d'une robe noire, jouait le rôle d'une héroïne tragique. Quelle impudence! Mon estomac s'est tordu douloureusement de colère. La séance est ouverte. Alors que la voix du greffier retentissait, le juge est entré par la porte au fond de la salle d'audience. À l'instant où je l'ai vu, j'ai entendu Antoine, assis à côté de moi, faire claquer sa langue discrètement. C'est mauvais. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le juge Martin. Il est extrêmement conservateur et célèbre pour valoriser les liens familiaux par-dessus tout. Pour les plaignants, c'est le meilleur juge possible. Pour nous, c'est le pire. Le juge Martin a pris place sur son siège, a jeté un coup d'œil aux documents devant lui et nous a observés par-dessus ses lunettes. Plaignant Daniel Dubois et consorts, défendresse Chloé Dubois. Parents et enfants. C'est vraiment regrettable. Dès le début, il n'a fait aucune tentative pour cacher son parti pris. Avocat des plaignants, votre déclaration liminaire. L'avocat engagé par mes parents s'est levé et a commencé à parler avec des gestes exagérés. Votre honneur, mes clients, le couple Dubois, ont aimé et élevé leur fille, la défendresse Chloé, avec dévouement et soin. Le fait que la défendresse ait pu réussir en tant qu'architecte est entièrement dû au soutien des intéressés de ses parents. Chaque mot était un mensonge. La défendresse a promis de rembourser cette dette de gratitude en soutenant l'achat de la maison de sa sœur Mélissa. C'était une promesse sacrée entre membres de la famille. Et pourtant, au tout dernier moment, la défendresse l'a rompue, poussant ses parents âgés et sa sœur émotionnellement fragile au bord du désespoir. Sur les bancs des plaignants, ma mère et Mélissa se sont mises à pleurer bruyamment. Le juge Martin les a regardés avec des yeux compatissants puis a tourné son regard vers moi. Ses yeux étaient froids, comme s'il regardait une criminelle. Défendresse Chloé Dubois, comment répondez-vous à la déclaration que vous venez d'entendre? Antoine Chevalier s'est levé et a calmement réfuté l'allégation. Votre honneur, chaque affirmation faite par les plaignants est totalement infondée. La défendresse n'a jamais fait une telle promesse. Et de plus, le soi-disant soutien que les plaignants exigent est si excessif qu'il ruinerait la propre vie de la défendresse. Excessif, a ricané le juge Martin. D'après les documents, le revenu annuel de la défendresse dépasse de loin la moyenne pour sa tranche d'âge. Elle est célibataire et n'a personne à charge. D'un autre côté, sa sœur Mélissa n'a pas réussi à trouver un emploi stable et éprouve des difficultés financières. Le juge s'est penché en avant depuis son siège et s'est adressé directement à moi.
Chloé, avant les arguments juridiques, je veux vous poser cette question en tant qu'être humain, n'avez-vous aucun sens de la compassion? Pardon? Les liens du sang sont plus forts que tout, comme le dit le proverbe. Lorsqu'une personne ayant des moyens financiers aide un membre de sa famille en difficulté, c'est une obligation morale qui prime même sur toute obligation légale. Et pourtant, vous refusez de payer simplement parce qu'il n'y a pas de contrat écrit. N'avez-vous pas honte? Un murmure a parcouru la salle d'audience. Je n'en croyais pas mes oreilles. Le juge me faisait la leçon unilatéralement, en se basant non pas sur la loi mais sur la morale. Mais, votre honneur. Me suis-je retrouvé à crier malgré tout? Je gagne ma vie par mon propre travail acharné. Ma sœur est en difficulté parce qu'elle refuse de travailler. Pourquoi mes efforts devraient-ils être exploités pour payer sa paresse? Silence. Le son du marteau a retenti dans la salle d'audience. Défenderesse, la parole ne vous a pas été accordée. N'est-ce pas précisément cette attitude égoïste qui a causé ce procès en premier lieu? Le visage du juge Martin était rouge vif. D'ici la prochaine session, je vous recommande fortement d'envisager un règlement à l'amiable. Discutez-en au sein de votre famille et résolvez cela amicalement. Sinon, le jugement pourrait être sévère. C'était, en effet, une menace. L'audience est levée. Nous avons été pratiquement chassés de la salle d'audience. Une fois dans le couloir, mes parents et Mélissa, qui attendaient, se sont approchés de nous. Tu l'as entendu, Chloé, a souri ma mère avec suffisance. Le juge l'a dit lui-même, n'est-ce pas? Arrête d'être têtu et paie simplement. Si tu fais ça, nous retirons la plainte. J'ai hâte de vivre dans ma maison de vacances, a ajouté Mélissa d'une voix faussement innocente. Ne soyez pas ridicule, ai-je répliqué d'une voix tremblante, mais sans aucune force. Ayant été désavoué même par un juge, un représentant de l'autorité publique, je me sentais complètement isolé et seul. Allons-y, Chloé. Antoine a pris mon bras et m'a éloigné d'eux. Lorsque nous sommes sortis du palais de justice, un vent froid nous a fouettés. Maître chevalier, vais-je perdre? Dois-je vraiment donner toutes mes économies comme le dit le juge et passer le reste de ma vie comme l'esclave de ma sœur? Des larmes ont coulé de manière incontrôlable. Il n'a rien dit et m'a tendu silencieusement un mouchoir. Puis, avec le regard le plus acéré que je lui avais jamais vu, il s'est retourné vers le bâtiment du tribunal. Non, vous ne perdrez pas. En fait, l'attitude du juge aujourd'hui m'a mis le feu aux poudres. Il a sorti un carnet de sa poche intérieure. Chloé, pourriez-vous me montrer à nouveau les documents de la propriété pour cette maison de vacances? Il y avait quelque chose qui clochait dans les documents que les plaignants ont soumis au tribunal. Quelque chose qui clochait? Oui. Pour une propriété d'un prix de 750 000 €, le statut des hypothèques était anormal. Et l'attitude de Mélissa. Ce n'était pas seulement le visage d'une enfant gâtée. J'ai senti de l'impatience, comme si elle cachait quelque chose. Il a souri. Creusons cela à fond, la vérité noire comme le j'ai caché derrière cette chose qu'ils appellent l'amour familial. À ces mots, une petite flamme d'espoir qui s'était presque éteinte au fond de moi s'est ravivée. C'est vrai. Ce n'était pas le moment de pleurer. S'ils allaient m'attaquer avec la morale, alors je riposterais avec l'arme des faits. À partir de ce jour, nous avons commencé une enquête approfondie sur leurs actifs. C'est ainsi que nous avons préparé notre contre-attaque. Puis est arrivé le jour de la deuxième audience. Mes parents étaient plus confiants que jamais, me souriant avec suffisance. Mélissa avait même un nouveau sac à main de créateur posé sur ses genoux tandis qu'elle jouait avec son téléphone intelligent. Chloé, il est encore temps, m'a interpellé mon père avant le début de la session. Si tu t'excuses maintenant et promets de payer, je retirerai la plainte. Considère ça comme une clémence familiale. Clémence? Je lui ai souri froidement en retour. Je vous retourne ces mots exactement tels quels, papa. Vous feriez mieux de fuir tant que vous le pouvez encore. Qu'est-ce que tu as dit? Au moment où le visage de mon père est devenu rouge, la voix du greffier a retenti. La séance est ouverte. Veuillez vous lever. Le juge Martin est entré dans la salle d'audience et a pris place avec une lourde délibération. Au moment où il a ouvert la bouche, il m'a jeté un regard irrité. Alors, défenderesse, lors de la session précédente, je crois vous avoir fortement recommandé un règlement à l'amiable. Avez-vous fini de discuter de cela avec votre famille? Non, votre honneur,
ai-je répondu en regardant le juge droit dans les yeux. Il n'y a pas de place pour un règlement car il est devenu clair qu'il y a une dissimulation grave de faits sous-jacents à ce procès. Dissimulation, dites-vous? Le juge a froncé les sourcils. À côté de moi, Antoine s'est levé et a brandi en l'air l'épaisse pile de documents de preuve qu'il tenait. Votre honneur, veuillez vous reporter à la page 3 de ces documents. La voix d'Antoine a résonné clairement dans la salle d'audience silencieuse. Le juge Martin a ajusté ses lunettes avec une expression suspicieuse et a baissé les yeux sur les documents devant lui. Ce qui s'y trouvait était la dernière copie certifiée du registre foncier de la maison de vacances, le manoir du lac, obtenue grâce à notre enquête exhaustive. Ceci est. Le pli entre les sourcils du juge s'est approfondi. Cela semble différer des documents soumis par les plaignants. Oui. Ce que les plaignants ont soumis étaient des documents datant d'immédiatement après l'achat. Cependant, ce que ma cliente a soumis est la version la plus récente, délivrée il y a seulement 3 jours. Antoine a continué lentement. En plus de l'hypothèque de premier rang, cette propriété a fait l'objet d'une hypothèque de second rang un mois seulement après l'achat. Mon père, assis dans la section des plaignants, s'est penché en avant. De quoi parlez-vous? Nous n'avons emprunté aucun argent autre que le prêt immobilier. Nous n'avons qu'un seul contrat avec la banque. Oui, c'est ce que vous croyez tous les deux, ai-je dit, prenant la parole pour la première fois, fixant mon regard sur mes parents et sur ma sœur, qui étaient assises là, pâle et tremblante. Mais il semble que Mélissa voyait les choses différemment. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Chloé? A crié mon père, mais le juge a frappé du marteau et l'a fait taire. Silence. Avocat de la défense, continuez. Antoine a hoché la tête et a révélé le fait décisif. Le créancier de cette deuxième hypothèque est Crédit de l'Ombre, une société de crédit à la consommation non bancaire. Et dans le champ du débiteur, il n'y a qu'un seul nom listé. Il a marqué une pause puis a lu le nom à haute voix. Mélissa Dubois. Quoi? J'ai entendu ma mère, Rebecca Dubois, suffoquer. Et le montant maximum de cette hypothèque est de 320 000 €. Une onde de choc a traversé la salle d'audience. Le juge Martin s'est exclamé avec incrédulité, en plus du prêt immobilier, 320 000 € supplémentaires ont été empruntés, en utilisant cette maison de vacances comme garantie? Impossible! A crié mon père. Ce n'est pas possible. Notre consentement en tant que copropriétaire aurait été requis. Normalement, oui, a répondu calmement Antoine. Mais si Mélissa avait falsifié une procuration? Ou si elle vous avait menti en vous disant que c'était des documents de rénovation et vous avez piégé pour que vous les signiez? La couleur a rapidement quitté le visage de mes parents. Ils se sont lentement tournés pour regarder Mélissa assise à côté d'eux. Mélissa a baissé la tête, serrant son sac à main de créateur coûteux, tout son corps tremblant violemment. Ce spectacle à lui seul était un aveu suffisant. Mélissa, la voix de ma mère tremblait. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? 320 000 €. À quoi as-tu bien pu utiliser cet argent? C'est. Mélissa a essayé de dire quelque chose d'une petite voix, mais je l'ai interrompue. Ce n'est pas encore fini, votre honneur. Je me suis levé et j'ai livré une vérité encore plus brutale. Nous avons également retracé où sont allés ces 320 000 €. Antoine a présenté la pièce à conviction suivante, des relevés de transactions bancaires. Ce sont des relevés du compte bancaire personnel de Mélissa. Au cours des derniers mois, des milliers d'euros étaient transférés presque quotidiennement, et certains jours, des dizaines de milliers à la fois. Les destinations sont Tournoi d'Or, Rêve de Monaco, tous des sites de casinos en ligne à l'étranger. Le juge Martin est resté là, complètement abasourdi. Ce n'est pas tout, a poursuivi Antoine. Dans une tentative de récupérer ses pertes, elle a accumulé encore plus de dettes auprès de multiples sociétés de crédit à la consommation et même auprès d'usuriers illégaux. D'après ce que nous avons pu confirmer, le total dépasse 180 000 €. C'était le vrai visage de ma sœur, la soi-disant artiste délicate. 500 000 €. Mon père s'est effondré sur sa chaise. C'est un mensonge. Dis-moi que c'est un mensonge, Mélissa. Non, papa. Mélissa a finalement levé la tête et a crié à travers ses larmes. C'est un investissement. C'est un investissement. Si je gagne au casino, je peux tout rembourser au double tout de suite. Je suis si près. Juste un peu plus de chance et tout sera effacé. Ces mots sont devenus le coup de grâce qui a révélé à tout le monde dans la salle d'audience qu'elle était une joueuse compulsive sévère.
Silence. La voix furieuse du juge a retenti dans la salle d'audience. Alors, voilà où nous en sommes. Les plaignants soit ne connaissaient pas, soit ont délibérément dissimulé les faits des dettes de jeu de leur fille et des hypothèques non autorisées, puis ont exigé que la défenderesse, la sœur aînée, prenne la responsabilité des paiements du prêt immobilier. Saisissant l'occasion, j'ai retourné contre le juge ses propres paroles sur l'obligation morale. Votre honneur, lors de la session précédente, vous m'avez dit qu'aider sa famille est une obligation morale, n'est-ce pas? Le juge a détourné les yeux, embarrassé. Mais s'il vous plaît, regardez la réalité qui s'offre à nous, ai-je poursuivi. Cette maison de vacances est déjà liée à plus de 500 000 € de dettes cachées. Si j'avais fait exactement ce que mes parents exigeaient et signé le contrat de prêt hypothécaire en tant que garante solidaire, que pensez-vous qu'il se serait passé? Ce n'est qu'une question de temps avant que Mélissa ne fasse faillite. Lorsque cela arrivera, les créanciers saisiront la maison de vacances et la mettront aux enchères. La propriété passera entre les mains de quelqu'un d'autre tandis que seule la dette restera. Et en tant que garante solidaire, je me retrouverai avec l'obligation de rembourser l'intégralité du prêt hypothécaire en une seule fois et potentiellement même d'être tenu responsable des dettes de ma sœur. J'ai fait un pas en avant. Votre honneur, laissez-moi vous demander franchement. Détruire ma vie pour combler le gouffre sans fond de dettes créées par une sœur accro au jeu, est-ce cela que la loi définit comme un devoir familial? Où se trouve exactement l'égoïsme dans mes actions? Et où est le manque de piété filiale dont vous m'avez accusé? En réponse à mes paroles, la salle d'audience est tombée dans un silence complet. Personne ne pouvait offrir de réfutation. Le visage du juge Martin était d'un rouge profond. Ce n'était pas de colère, mais de honte. Il a réalisé qu'il avait failli être rendu complice d'une fraude scandaleuse. Avocat des plaignants. La voix du juge était basse et terrifiante, raclant le sol. L'avocat engagé par mes parents s'est levé, en sueur. Oui. Étiez-vous au courant de ces faits? Je n'en avais aucune idée. C'est la première fois que j'en entends parler. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté une affaire comme celle-ci. L'avocat s'est immédiatement retourné contre mes parents et Mélissa. C'est moi qui ai été trompé, votre honneur. Les plaignants ont dissimulé des faits cruciaux. N'osez pas. Cette fois, mon père s'est jeté sur l'avocat. Vous avez dit que nous gagnerions. Vous avez dit que si nous payions, nous pourrions sauver notre fille. Arrête, papa. A crié Mélissa en larmes. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute de Chloé. Si elle avait simplement payé l'argent depuis le début, j'aurais pu jouer plus au casino et tout regagner. Tu dis encore des choses comme ça? Ma mère a giflé Mélissa violemment. Un son sec et aigu a retenti dans la salle d'audience. À cause de toi. À cause de toi, nous sommes ruinés. La salle d'audience a sombré dans un chaos complet. Silence. Silence. Lorsque le tumulte s'est enfin calmé, le juge Martin a poussé un profond soupir et s'est tourné vers moi. Il n'y avait plus d'hostilité dans ses yeux, seulement un profond remords. Mademoiselle Chloé Dubois, a dit le juge doucement. Je retire par la présente mes remarques précédentes et vous présente mes sincères excuses. Vous avez raison. Ce n'est pas de l'entraide familiale. C'est de l'exploitation flagrante et un acte frauduleux. Le juge s'est tourné vers les bancs des plaignants et a rendu son jugement d'une voix de glace. Cette action en justice est par la présente rejetée. Les demandes des plaignants manquent de tout fondement juridique et sont considérées comme constituant un abus du système judiciaire. De plus, il est ordonné aux plaignants de supporter l'intégralité des frais de justice et des honoraires d'avocat de la défenderesse. Puis il a ajouté une dernière déclaration. Mademoiselle Mélissa Dubois et ses parents, l'endroit que vous devriez affronter n'est pas cette salle d'audience. C'est le tribunal des faillites et un lieu de repentance pour vos propres actions passées. L'audience est levée. Le son du marteau a retenti, et ma victoire complète a été scellée. Le procès a été immédiatement rejeté. Le jugement a été rapide et sans pitié. Les demandes présentées par mes parents et ma sœur, les plaignants, ont été rejetées dans leur intégralité, et ils ont plutôt été condamnés à supporter l'intégralité des frais du litige. Et cette propriété maudite, le manoir du Lac, a été immédiatement saisie par les institutions financières créancières, car la dette cachée de 320 000 € que nous avons découverte est entrée en collision avec le prêt hypothécaire initial. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. En raison des dettes de jeu dépassant 180 000 € qui ont été exposées au tribunal, ma sœur Mélissa,
désormais complètement incapable de garder la tête hors de l'eau, a été contrainte à la faillite personnelle. Mes parents, qui s'étaient portés garants solidaires, ont été entraînés avec elle, perdant toutes leurs économies et étant finalement forcés d'abandonner la maison familiale dans laquelle ils avaient vécu pendant des années. Quelques semaines plus tard, un jour, mon téléphone intelligent était rempli d'un nombre incroyable d'appels manqués, papa, maman, maman, papa. Ma boîte vocale avait atteint sa limite, et lorsque j'ai appuyé sur lecture, une tempête d'injures s'est déversée. Chloé, qu'est-ce que tu crois faire? As-tu oublié tout ce que nous avons fait pour t'élever? Monstre sans cœur. Sorcière avare. Abandonner ta famille t'enverra tout droit en enfer. Tu as trahi ta famille. Leur voix accusatrice résonnait dans le vide, mais elle n'atteignait plus mon cœur. J'ai bloqué tous les numéros et coupé tout contact. C'était ma façon de tracer une ligne finale, mon dernier règlement de compte avec ce qu'ils appelaient la « famille ». 6 mois ont passé. Maintenant, je me tiens sur le balcon d'un condominium nouvellement construit surplombant le centre-ville de Lyon. Cet endroit n'est pour personne d'autre. C'est un véritable château à moi, acheté entièrement avec mes propres économies. Ici, il n'y a pas d'exploitation, pas d'exigences déraisonnables, et pas de mensonges. Il n'y a que le silence et la paix. Se libérer de la malédiction de la famille a nécessité une douleur cuisante et un immense courage. Mais au-delà de cette douleur attendait une vie que personne ne pourrait jamais m'enlever, la mienne.